Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du retour de la diaspora au pays. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, au Gabon, au Bénin, la diaspora africaine qui est éparpillée et qui est en Europe, leur retour au pays. Voilà. Juste une petite discussion, juste une petite... là, je vais m'appesantir sur le cas de la Côte d'Ivoire que je connais. Voilà. Donc, avant de commencer, on va voir cette petite vidéo. Et puis après, je vous reviens. Dans ce bus, une délégation Ripat Africa. On retrouve Kara, Fao et une dizaine d'autres membres qui ont fait le déplacement. Tous sont tentés par la repatriation. Donc j'ai fait toute ma vie en France jusqu'ici. Je suis allée de temps en temps en vacances en Côte d'Ivoire pour voir ma famille. Mais sinon mon parcours académique et professionnel était en France. J'ai pas forcément les codes et la culture locale. Donc ça va demander, je pense, un temps d'adaptation, de vraiment apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître les manières de travailler, les manières d'échanger que je connais pas forcément après une expérience uniquement en France. L'objectif du voyage, en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et l'investissement en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, ils vont visiter une usine de transformation de thon pour l'export. Je savais pas qu'il y avait du thon ivoirien qui arrivait en Italie ou en France, donc intéressant de découvrir ça. La visite est organisée dans le cadre du forum Ripat, dans le but de donner une image dynamique de l'industrie ivoirienne. Je pense que ça ouvre un peu l'esprit, on peut avoir une idée du secteur dans lequel on veut s'engager, qui ont aussi un impact du coup en local avec le nombre de salariés qu'ils ont qui est assez impressionnant. Donc ça inspire, je pense, et ça ouvre un peu l'esprit sur tous les secteurs qui sont porteurs en Côte d'Ivoire. Il arrive à faire 500 boîtes par minute. Et les autres lignes, les plus petites, sont 300 boîtes par minute. Et pendant plusieurs jours, les rendez-vous s'enchaînent. Et vous êtes ici parce que vous lancez le dépôt d'espèces pour les professionnels et les commerçants. Bon, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Et ça, c'est une... ça, c'est des jeunes gens de la diaspora qui sont en train de voir comment ils vont rentrer au pays. Donc, ils sont au sein d'une association qu'on appelle Ripat Africa. Voilà. Mais en dehors d'eux, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de rentrer. Voilà. Donc, la petite causerie que je vais faire aujourd'hui, c'est sur le retour au pays. Parce que moi, j'essaie de discuter un peu avec les uns et les autres pour voir un peu, voilà, comment les gens voient la chose. Retour au pays. J'ai discuté avec pas mal d'Africains, Camerounais, Sénégalais, Béninois, Ivoiriens, bon. Donc, c'est un peu pour voir la tendance, ceux qui y pensent, ceux qui n'y pensent pas. Voilà. Il y a beaucoup qui n'y pensent pas du tout. Mais aussi, j'ai découvert qu'il y a beaucoup qui pensent à rentrer. J'ai découvert des Camerounais, des Congolais qui ont déjà payé même des parcelles agricoles là-bas. J'ai un ami ici, dont je ne citerai pas le nom. Il est Camerounais. Il a déjà payé, il a payé 10 hectares de parcelles agricoles au Cameroun, mais il est déjà très avancé. J'ai aussi un autre ami congolais de Congo-Brazzaville. Lui aussi, il a payé 10 hectares au Congo. Il est encore là, mais il est en train de gérer, voilà, les derniers réglages pour pouvoir rentrer. Après, j'ai aussi d'autres, un ami de la Guinée qui a fait un poulailler en Guinée. Je pense que s'ils voient la vidéo, ils sauront que je parle d'eux, mais bon, je ne citerai pas de nom. Donc, un ami guinéen qui a aussi fait son poulailler en Guinée. Donc, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui lorgnent l'Afrique, qui sont en train de penser au retour au pays.
Voilà. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, il y a une partie qui ne pense même pas du tout au retour au pays. Ils pensent que leur vie va se terminer en France. C'est une grosse erreur. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que en France, la vie devient de plus en plus difficile et chère. La vie devient de plus en plus difficile et chère. Et donc, au pays, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit n'importe où, chez toi en Afrique, mais si tu, si tu as un projet, ce projet va t'amener à une liberté financière. Ce projet va t'amener à une liberté financière. Ça, c'est sûr. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent d'abord atteindre la retraite pour rentrer au pays. Ça encore, c'est pas une bonne idée. Voilà, moi je pense que c'est pas une bonne idée parce que quand tu atteins la retraite ici, après tu te retrouves souvent dans une situation où financièrement, tu n'as plus grand chose. La pension qu'on te verse ne te permet même pas de payer un billet d'avion aller-retour pour rentrer au pays. Voilà, on en voit beaucoup ici, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont pris leur retraite ici et qui sont ici et qui ne peuvent plus rentrer parce que bon, parce que les moyens ne suivent plus. Donc moi, à mon avis, c'est que pour rentrer au pays, il faut partir quand tu as encore un peu de force. Il faut rentrer quand tu as encore un peu de force. Il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut se mettre. L'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir payer une maison, de vouloir construire une maison avant de rentrer. Ça, c'est l'erreur que nous tous, nous faisions. On se disait, bon, moi, je vais construire ma maison avant de rentrer, je vais construire ma maison avant de rentrer. Si tu as fait ça, tu ne vas jamais rentrer. Si tu veux d'abord construire ta maison avant de rentrer, tu ne vas jamais rentrer. Ces jeunes-là qu'on a vus dans la vidéo, c'est des jeunes qui sont la plupart nés ici. Mais avant la vidéo, avant cette partie-là, il y a aussi d'autres personnes, parce qu'avant la vidéo, il y avait Henri Roselmack, qui est guadeloupéen, qui est ici en France, et je pense que Henri Roselmack, il veut rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien même il est déjà rentré en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens, de gens de la Martinique, de la Réunion, qui rentrent aussi en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays dynamique et qui est favorable aussi au business. Voilà. Les lois sont favorables au business. Voilà. Donc, dans le début, dans une partie de la vidéo, on a vu pas mal de personnes de la diaspora qui étaient dans une vidéo, mais en Côte d'Ivoire, hein. J'ai vu Henri Roselmack et plein d'autres personnes dans cette vidéo, dans la même vidéo là. Donc, beaucoup de gens sont en train de rentrer. Et il ne faut surtout pas vouloir construire sa maison avant de rentrer. Si tu fais comme ça, tu ne vas jamais rentrer. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, louer une maison, mettre en place un business. Avec les bénéfices du business, tu vas pouvoir te construire une maison, mais sans stress, sans problème, au calme. Là, c'est avec les bénéfices du business que tu vas mettre en place que tu vas pouvoir construire ta maison. Voilà. Et ça, ceux qui rentrent, c'est ceux qui rentrent d'abord louer maison. Quand on voit les Yves Dero, qui est aujourd'hui animatrice à la télévision, Yves Dero, elle n'a pas construit une maison avant de partir. Et puis, elle n'a pas, quand Yves Dero est rentrée en Côte d'Ivoire, elle n'avait pas elle n'était pas à ce stade où elle est là. Elle est rentrée, elle a loué une maison et puis elle a commencé à faire ses petits business. C'est après un peu, voilà, et puis un peu, elle est montée les échelons. Voilà, et puis aujourd'hui, bon, elle loue maison, elle est en train de construire, voilà. Donc, quand tu veux construire une maison avant de rentrer, ça c'est une erreur qu'on fait et qui fait qu'on ne rentre pas, on ne pourra pas rentrer parce que la maison va mobiliser beaucoup d'argent qui sera emprisonné dans la maison.
les fonds que tu vas pouvoir mettre en place pour construire la maison, ce n'est pas des fonds que tu vas récupérer tout de suite. Tu vas prendre peut-être 20 millions pour construire une maison. Après, pour récupérer 100 000, 150 000 à la fin du mois. Est-ce que les 150 000 francs vont te suffire? Non, ça ne va même pas te suffire. Les 150 000 francs là qu'on va te donner par mois, d'abord, si tu as une maison que tu as construite, sur laquelle tu prends 150 000, toi tu es rentré. Donc ça veut dire que tu as loué une maison. Ça veut dire que tu vas louer une maison et puis mettre ta maison en location. Ou alors tu rentres dans ta maison et puis bon, tu rentres dans ta maison. Donc là maintenant tu vas mettre une activité en place pour pouvoir avoir des sous. Voilà. Et donc l'argent que tu as mobilisé pour la maison, si tu avais pris cette maison-là pour mettre en place ton business, au pays il y a plein de choses. On peut faire l'élevage, on peut faire l'agriculture, on peut faire la pisciculture hors sol. Moi je vois des gens de la diaspora qui rentrent. Moi j'ai vu la vidéo d'une fille qui est rentrée en Côte d'Ivoire, qui n'avait pas grand-chose. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait l'élevage des escargots. Ça, c'est un business que tu mets en place dans lequel tu n'investis pas des millions. Et vu que les escargots se reproduisent, mais vraiment à une allure très grande, un escargot va te produire 2000 œufs par an. Si tu as payé au moins ça, tu as aménagé un coin et que tu y mets du terreau et puis tu fais venir tes escargots, tu les mets dedans, tu couvres ça de feuilles sèches, de feuilles mortes, parce que les escargots, il faut savoir qu'ils ne mangent pas grand-chose. Les escargots ne mangent que les feuilles mortes. Donc, quand tu as aménagé un secteur comme ça, tu vas aller prendre peut-être 10 sacs d'escargots. Si tu as dépensé 500 000, c'est pas grave. Tu mets ça dedans. Et puis, tu vas mettre tes escargots dedans et après, tu vas chercher les herbes, les feuilles mortes. Voilà, tu fais venir les feuilles mortes, tu les mets dedans et puis chaque fois, tu arroses. Si tu as un broyeur, tu peux broyer aussi ces végétaux-là, ces feuilles mortes-là, tu peux les broyer, les mettre dedans. Et puis, tu arroses. Les escargots aiment l'humidité. Donc, les feuilles mortes, quand c'est arrosé, ces feuilles mortes-là, les escargots vont les dévorer. C'est ça la base de leur alimentation. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui veulent élever les escargots, ils aménagent un coin, ils vont chercher n'importe quoi pour donner aux escargots. Il y a d'autres qui vont leur donner de la farine, il y a d'autres qui vont même leur donner de l'eau pour boire, il y a d'autres qui vont leur donner pas mal d'alimentation qui n'est pas dans leur menu. Les escargots ne mangent pas de la farine. Il y a des gens qui vont concocter des aliments pour dire ouais, c'est des aliments pour les escargots. Et après, ce qu'on découvre, ce que moi je remarque, c'est que ces escargots-là, qui sont élevés de cette manière, à qui on donne du soja, de la poudre de soja, de ceci, de cela, ce que moi je remarque, c'est que la coquille de ces escargots ne ressemble pas aux autres coquilles d'escargots. Quand on prend l'escargot rouge qu'on récupère dans les forêts, et puis les escargots rouges qu'on élève, la différence, moi je la vois tout de suite dans la coquille, dans la couleur de la coquille. Parce que là, on a un escargot à qui on a donné à manger, on a donné à boire. Donc, ça va changer, ça va changer la structure de la coquille. Alors que quand tu mets des escargots comme ça dans un endroit et que tu as aménagé l'endroit, tu as mis des feuilles mortes, tu vas chercher les feuilles de cacao ou bien les feuilles mortes, plein de feuilles mortes, tu les mets dedans et puis tout le temps tu arroses, tu mets ça sous abri, tu arroses, les escargots vont se nourrir de leur aliment naturel qui est les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Donc, quand les feuilles mortes sont bien arrosées régulièrement, l'escargot va les broyer, va les manger. C'est son alimentation. C'est son alimentation. Voilà. Et donc, ces escargots-là, ça va être plus proche des escargots qu'on peut trouver dans les plantations de cacaoyers. Avant, nous, on a ramassé les escargots. On partait
ramasser les escargots dans les plantations sous les cacaoyers. Quand il pleut, on avait des bâtons, on remue, et puis on ramassait les escargots en bas des cacaoyers. Voilà. Donc, ces escargots si tu fais comme ça, tes escargots que tu as élevés vont être proches des escargots qu'on va ramasser en forêt ou dans les plantations de cacao. Par contre, si tu mets les escargots, si tu les élèves, que tu leur donnes la farine de soja, la farine de ceci, la farine de cela, la farine de ceci, la structure et la couleur de la coquille va changer. Moi, je vois ça souvent dans les vidéos, voilà, sur les pages Facebook. Je vois la différence tout de suite. La différence, elle est nette, mais les gars ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc, tu peux faire les escargots, tu peux faire l'élevage des escargots. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand on n'a pas assez de moyens. Quand on veut rentrer, hein, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Moi, j'ai listé comme ça, mais j'ai toute une liste de business qu'on peut mettre en place au pays quand on n'a pas assez de moyens. Et le premier domaine, c'est l'agriculture. L'agriculture. Moi, je dis l'agriculture. Voilà, l'agriculture. Ce que je remarque, c'est que la plupart des gens qui vont étudier, qui vont étudier aux États-Unis, en France, qui ont des doctorats, qui ont des PhD, quand ils viennent là, ils ne vont pas travailler pour avoir 1 million, 2 millions de salaire. Hein. Non, par mois. Hein. Non, ils ne font pas ça. Hein. Ils vont rentrer dans l'agriculture. Et ça, je peux citer des exemples comme Loïc Kamoua, qui est un Camerounais qui est allé aux États-Unis, qui a fait l'économie, qui a eu son diplôme, qui a eu ses diplômes, et puis qui est rentré au Cameroun. Et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait le maïs. Aujourd'hui, Loïc Kamoua, on l'appelle l'ambassadeur du maïs au Cameroun. L'ambassadeur du maïs. Et aussi Philippe Simo, quand il est rentré au Cameroun, il est rentré dans l'agriculture. C'est le domaine où tu peux te faire l'argent que tu veux. Tu peux te faire l'argent que toi tu veux. Tu peux louer 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares. Moi, je vois des sites où on met en location 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares. Le gars, il met 500 hectares et il vous dit on peut morceler ça en 50 à 100 hectares. Voilà. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'on peut se faire énormément d'argent. Voilà. Donc, les gens de la diaspora qui veulent rentrer, moi, je pense que l'agriculture, c'est le pain béni. C'est le pain béni. Voilà. Donc, quand quelqu'un de la diaspora veut rentrer, qu'il veut construire une maison, il a déjà tout faussé. Voilà, il a déjà tout faussé. Et j'avais fait une vidéo la dernière fois où j'avais dit que Abidjan, d'ici peu, va atteindre, parce que déjà aujourd'hui, là je parle d'Abidjan parce que je connais, c'est la Côte d'Ivoire que moi je connais le mieux, je ne connais pas les autres pays. Bon, mais sinon je parle de la diaspora en global. Mais je parle d'Abidjan parce que je connais mieux Abidjan. Donc, Abidjan va atteindre les 10 millions d'habitants d'ici peu. Ça, c'est sûr. Quand tu vois les projets qui sont en train d'être mis en place, il y a beaucoup de projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Je vais citer quelques-uns. Le premier projet immobilier que je vois tout de suite, c'est Florida City. Florida City. Florida City, c'est dans le prolongement de Angré, vers une commune qu'on appelle Aoué. Aoué, donc c'est dans le prolongement de Angré. Et c'est sur une superficie de 44 hectares. 44 hectares. Après Aoué, il y a Laguna City. Ça, c'est au plateau. Bon, c'est une petite cité, hein, c'est 6200 appartements qui ont été construits. Ça c'est au plateau. Mais il y a aussi beaucoup de trucs comme ça. Hein. La société immobilière Adoua,
qui est en train de construire aussi Songon. Ils sont en train de construire des trucs à Songon. Et puis aussi, quand tu vas vers Bassam, ils sont en train de construire, mais ils ont construit des quartiers tout entiers avec des immeubles de 10 étages. Et après, on a Riyadh City. Riyadh City, ça c'est à Bingerville. C'est des appartements de 4464 appartements. Et 144 immeubles. Et puis 400 magasins. Et ça, c'est énorme. Après, maintenant, le dernier projet sur lequel je vais m'arrêter, c'est une ville dans la ville. C'est Aqaba City. Aqaba City, qui est une ville dans la ville. Et ça, c'est dans la commune d'Anyama. Et c'est sur près de... Aqaba City, c'est sur 12 000 hectares. Sur 12 000 hectares. C'est énorme. Et Aqaba City va à elle seule va accueillir 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Aqaba City. 3 millions d'habitants. C'est pour ça que je dis que dans quelques années, peut-être d'ici 5 ans, Abidjan va atteindre les 10 millions d'habitants. Et on va aller même jusqu'à 15 millions, peut-être même jusqu'à 20 millions. Voilà. Parce que derrière Engrais, jusqu'à l'épée, ils sont en train de faire des projets immobiliers là-bas. De Engrais jusqu'à l'épée, ils sont en train de faire des projets immobiliers. Et tout ça, ils vont construire. Parce que les gens arrivent, les gens de la diaspora. On fait des sites, par exemple, quand je prends la cité Aqaba City, on a fait là-bas une cité spécialement pour les gens de la diaspora. Parce que l'État voit que la diaspora, qu'elle soit ivoirienne, camerounaise, sénégalaise, la diaspora africaine va arriver. Déjà, les gens arrivent. D'autres nous dévancent déjà. Nous tous, on va rentrer. Moi-même, je suis en train de programmer mon retour au pays. Parce que c'est ce qu'il faut. Donc, les gens vont rentrer. Les gens de la diaspora vont rentrer. Et donc, quand les gens rentrent, il faut qu'ils trouvent des logements. Des logements. Donc, l'État, avec des sociétés privées, sont en train sont au four et au moulin pour pouvoir mettre en place des projets immobiliers. Voilà. Donc, il faut que nous, les gens de la diaspora, on pense à notre retour en Afrique, que ce soit au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, un peu partout en Guinée. Il faut qu'on pense à rentrer. C'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui va nous sauver. Sinon, ici, moi je ne vois pas du tout, rester ici, je ne vois pas du tout ce qu'on peut gagner par rapport à si on retourne en Afrique. Voilà. Donc, c'était ma petite discussion d'aujourd'hui pour dire aux gens de la diaspora, à mes frères de la diaspora, à mes soeurs de la diaspora, à mes amis de la diaspora, à toute la diaspora, que le retour en Afrique, ce n'est pas quelque chose à négocier. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas attendre arriver au bout de la retraite pour rentrer. Commence déjà à programmer. Tu te dis, bon, je vais programmer ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, je vais mettre en place ma stratégie de retour. Voilà. Donc, c'était une petite discussion simple, voilà, pour encourager les uns et les autres pour rentrer. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.